Top départ, c'est parti. Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir pour cette 6e édition du Bison Boost. On va arrêter de compter parce que maintenant, ça y est, c'est inscrit dans l'histoire de Bison. Bon, ravi de vous accueillir également, j'ai envie de dire chez nous, hein, parce que ça y est, on est un petit peu chez nous. Vous avez vu, Bison a investi dans des jolis locaux. Non, évidemment, blague à part, on est ravi de vous accueillir dans le nouveau siège flambant neuf de Publicis. On a eu la chance chez Bison de rejoindre ce beau bâtiment il y a un petit peu plus d'un mois. Donc on est ravis de vous y accueillir aujourd'hui. On sera ravis de vous y accueillir lors des prochains meetings qu'on aura ensemble. Aujourd'hui, pour cette 6e édition, on vous a concocté un programme très high-tech, très AI. Alors je sais que le terme AI, vous le voyez un petit peu partout depuis un petit moment. Mais honnêtement, je pense pouvoir dire avec toute humilité qu'on s'est un petit peu creusé la tête pour vous proposer quelque chose d'assez novateur, en travaillant évidemment avec Amazon qui nous fait confiance depuis 2 ans, je pense maintenant, sur cet event. Donc merci évidemment à eux, qui nous offrent plein de goodies. Vous allez voir, vous allez être gâtés comme à chaque fois. On a évidemment travaillé également main dans la main avec les équipes Publicis, notamment Sapiens, qui vont intervenir juste après ce petit pitch sur les sujets AI. Et puis, on a un programme construit par nos différentes équipes, consulting, content, retail ops, retail media, très très focus autour de l'AI. Je ne sais pas s'il va apparaître. Voilà, on va vous donner un petit peu plus, je crois que Florian va vous donner un peu plus de détails tout à l'heure sur son contenu. On vous indiquera également où tout ça se passe, c'est tout autour d'ici. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus ? Un petit événement. Alors pour ceux qui étaient là, d'ailleurs je ne sais pas si je refais le jeu en fait, parce qu'on commence à avoir une fanbase qui nous suit depuis un petit moment. Qui est là pour la première fois ? Pour qui c'est le premier Bison Boost ? Ah, ça fait plaisir. C'est bien, ça veut dire qu'on arrive quand même à avoir des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Qui est là depuis plus de 3 fois ? Qui est là J'en regarde un peu. Qui est là depuis plus de 5 fois ? Ah non ? Ah mais tant cred, c'est décevant. Je sais qu'on a... Non mais c'est toujours un plaisir et c'est aussi ça le Bison Boost. L'idée évidemment c'est de vous partager des insights, partager de la valeur, mais aussi vous voir. Donc moi je suis ravi de voir des visages que je vois pas souvent. C'est aussi ça ce moment, c'est ça qu'on veut créer chez Bison. Donc il y a la partie sérieuse que vous avez là, puis il y a la partie moins sérieuse à la fin. En plus on va avoir la chance de profiter de Julie Rooftop. Donc voilà, en tout cas bienvenue à tous. Je voulais également vous annoncer une petite news dont on est très fiers. Donc pour ceux qui étaient là au dernier Bison Boost, on vous a annoncé le lancement de Bison au UK et je suis ravi de vous annoncer le lancement de Bison en Italie depuis 2 petits mois maintenant, avec Christina qui est ici présente et qui porte ce projet depuis Milan. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Bon après-midi à tous, je m'appelle Cristina, je travaille chez Bison et je suis le country manager pour l'Italie. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. And now I turn into English, sorry, because I learned French 25 years ago, and my French at the moment is not so good as English. So only 3 minutes of speaking from my side in English. I'm Italian, I come from fast-moving consumer goods with a strong expertise in cosmetics, where branding, customer experience, and advertising are really very important. And the same fields in which Bison brings a lot of value. So I'm here today very excited to present you that Bison is going to open our branch also in Italy. Italy at the moment is extremely important for the market for 2 reasons. The first one is that more or less 5 million companies are small and medium-sized companies, and only 21,000 are working on Amazon. So there is a big potential in Italy for small and medium-sized companies. The ones that are selling on Amazon are selling mainly electronics, consumer electronics, of course food, but also fashion and apparels. The second reason why
we are very interesting as a country is that Amazon is investing a lot on the Italian area. Why? Because we are a less mature country compared to Germany or UK, because we had Amazon 10 years later than Germany and UK. So we have less traffic at the moment than Germany, but also costs are less expensive than Germany. So at the moment, we are less mature and very, very interesting for Amazon. Last but not least, I'm here today, if you can change, thank you, if you can change the slide, to announce that we are going to have our first edition of Bison Boost, also in Milano, in 2 weeks. So if one of you is Italian, or if you are going to spend your holidays in the next 2 weeks in Italy and you want to come and visit us, we will be at the Amazon offices, so you are more than welcome. And yes, that's it from my side. Thank you very much. Merci Christina. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Romain. Je suis d'Amazon. Je suis désolé, j'ai pas le si beau accent italien que de Christina. Je peux essayer de le faire, mais je suis pas sûr que ça va rendre bien. Aujourd'hui, on va parler de IA. Donc, Amazon, aujourd'hui, bien sûr, investit beaucoup dans l'IA. Et on va voir un petit peu comment on l'utilise pour le consommateur et comment le consommateur peut utiliser l'IA sur Amazon. Avant toute chose, j'ai une petite question, c'est est-ce que vous savez combien de consommateurs commencent leur recherche produit sur Amazon, en pourcentage? Je veux la télécommande. Non, je rigole. Exactement. Du coup, vous l'avez vu, c'est 70%. Aujourd'hui, en fait, on voit que le mode de recherche des consommateurs a vachement changé. Avant, bien sûr, on cherchait les produits beaucoup plus via Google. Aujourd'hui, c'est 70% des recherches qui commencent sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon, aujourd'hui, on a des pages produits, bien sûr, qui sont vachement descriptives, avec beaucoup d'informations. On a des prix aussi compétitifs. On a un catalogue qui est hyper large. Donc, les gens commencent bien sûr leur visite sur Amazon et cherchent leurs produits sur Amazon. Mais en plus de ça, on remarque que le comportement est en train de changer grâce à l'IA. Et si on change de slide, aujourd'hui, on a 3 chiffres. Enfin, je voulais vous présenter 3 chiffres très intéressants. 54% des consommateurs sont prêts à acheter un produit recommandé par l'IA. Aujourd'hui, des gens vont directement faire des recherches en tapant sur ChatGPT ou en tout cas sur un IA pour voir quel produit correspond le mieux à leurs besoins. 45% des consommateurs font désormais confiance à l'IA pour apprendre plus de choses sur une marque. Donc aujourd'hui, l'IA aussi est hyper important. Quand on ne connaît pas une marque, on peut interroger l'IA pour comprendre quel est le positionnement de la marque, comment elle fonctionne, d'où elle vient, où elle a été créée, etc. Donc ça aussi, hyper important. Et aussi, 25% des consommateurs utilisent un personal shopper pour les aider dans leur achat. Donc là aussi, on a un switch. Aujourd'hui, les gens peuvent utiliser un personal shopper pour comprendre quel est le produit qui correspond le mieux à leurs besoins. Et c'est pour ça qu'Amazon a créé Rufus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rufus, peut-être à main levée. Qui connaît Rufus? Très bien. Et non, c'est pas mon chien, Mathieu, je sais que Rufus, c'est du coup le personal shopper qui utilise l'IA pour aider les consommateurs à trouver leurs produits sur Amazon. Plutôt qu'en parler pendant 10 ans, je préfère que vous regardiez cette vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Magnifique. Du coup, là, on a vu une vidéo. Mais moi, ce qu'on voulait faire du coup avec Bison et avec les équipes, c'est que plutôt que vous voyez la vidéo, vous faire une démonstration en live. Donc, je vais essayer à une main de vous en faire une. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionnait tout à l'heure? Parfait.
Donc là, je suis sur mon téléphone, je suis sur l'application Amazon Boutique. Et tout à l'heure, je parlais avec Megan qui m'a dit que j'étais ridé, que je commençais à faire vieux. Alors, je ne sais pas comment je l'ai pris, c'est peut-être parce que je suis papa de 2 enfants. Merci Megan. Et donc du coup, on va essayer de demander à l'IA, je suis ridé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu recommandes. Ouais, il y a des petites fautes. J'écris vite, à une main, je suis désolé. Du coup, l'IA va commencer à proposer des produits. Donc ici, il y a une crème anti-rides de L'Oréal. Il va m'en proposer d'autres, un sérum anti-âge, des huiles pour le visage, etc. Donc ici, on peut choisir les produits, mais on parlera encore plus loin via l'IA et via le Personal Shopper. Par exemple, je lui dis, je veux un produit naturel. Du coup, il va affiner sa recherche. Et pour moi, il va me proposer du coup des produits naturels qui vont agir contre mes rides. Donc, il va pouvoir pousser par exemple du Mixa, du sérum anti-âge, de l'huile de jojoba, je crois. Enfin voilà, je ne suis pas vraiment un expert, peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse justement un peu plus selon les feedbacks de Megan. Mais en tout cas, on a la possibilité aujourd'hui de choisir le produit qu'on veut. Donc imaginons je clique sur ce produit-là, on est redirigé directement vers le produit, on clique et on n'a plus qu'à l'ajouter au panier. Du coup, l'IA m'a aidé à trouver le produit qui était adapté à ma recherche et m'a conseillé selon finalement le prompt que j'ai rentré dans Amazon. Hop, je repasse à la presse. Du coup, ça a quand même des impacts aujourd'hui pour vous, les marques. Ça demande quand même de vous adapter. Et pour ça, il y a quand même 4 piliers à garder en tête. Le premier pilier, c'est bien sûr pour les pages, sur les titres. Enfin, en tout cas, tout ce qui va concerner le référencement naturel. Donc, bien sûr, il faut que vous ayez des titres clairs, précis, contenant les mots-clés principaux, parce que l'IA va analyser les mots-clés qui sont dans vos pages produits, dans vos titres, pour pouvoir remonter votre produit. Il faut que les puces, donc du coup, les bullet points, soient centrés sur les avantages produits et surtout les réponses aux objections, hyper important. Parce que derrière, en fait, il faut qu'on alimente, bien sûr, les questions sur la page produit des internautes, mais aussi il faut qu'on alimente l'IA via les réponses à ces objections. Il faut que la description soit narrative et qui inclut aussi des mots-clés secondaires pour que, bien sûr, plus la description est importante, plus l'IA va pouvoir trouver votre produit dans son algorithme et va pouvoir le pousser. Et après, le dernier point, c'est le contenu A+, bien sûr, il faut toujours qu'il soit présent, qu'il puisse avoir des tableaux, des vidéos, des infographies. Plus on va nourrir en contenu, enfin plus on va avoir du contenu, plus on va nourrir l'IA et mieux vont être vos produits vont être de plus en plus poussés par l'algorithme. Mais du coup, il y a aussi un impact au côté média. C'est pas parce qu'aujourd'hui Rufus va pousser vos produits qu'il ne faut plus faire de médias. Il y a quand même une partie où il faut que les gens connaissent votre marque, puissent s'identifier à elle. Et donc, bien sûr, on va continuer à travailler ce qu'on appelle le full funnel et garder votre marque en top of mind pour les consommateurs. Et donc, bien sûr, le tunnel de conversion, donc avec la partie awareness, activer des formats vidéo chez Amazon, par exemple, pouvoir après faire du display, faire du rec, donc des formats qui sont beaucoup plus basés sur la considération et la conversion. Et tout ça fait que si vous êtes bon sur vos pages produits, que vous êtes bon aussi en médias derrière, vous allez pouvoir rester top of mind, pouvoir générer des ventes. Et Rufus va aussi, bien sûr, pousser vos produits aux consommateurs qui auront quelques questions à lui poser. C'est terminé pour ma partie. J'avais juste un dernier point. Vous savez que dans une semaine, j'espère que vous savez que dans une semaine, c'est Prime Day, que vous avez tous commencé à vous préparer. Et donc, je vous souhaite tous un très bon Prime Day. Et j'espère aussi que vous avez passé un très bon Business Boost. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux aux éditions de Business Boost. On est tous contents de vous avoir parmi nous. Donc, sujet de la plénière aujourd'hui, agents IA et Amazon, accélérer le smart retail via l'innovation Retail Ops. Donc, je me présente en 2 mots. Je m'appelle Florian.
Je travaille sur la partie opérationnelle et accompagnement chez Bison, notamment avec Thibaut qui s'occupe de la partie consulting et Nicolas qui gère l'opérationnel au global chez nous. Petit sondage déjà, qu'est-ce qu'utilise l'IA au quotidien, on va dire ChatGPT, tous les LLM qui existent, etc. Donc on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde, hein. Donc je pense qu'on est allé à un bon 2 tiers, 3 quarts. Donc c'est vraiment une adoption qui est incroyable sur les allez, on va dire 2 dernières années. Alors 2 petites informations. Donc ChatGPT, ça a été lancé en 2022 et on a aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs hebdo en juin 2025. Donc c'est vraiment un chiffre qui est voilà, incroyable en si peu de temps. Je vais commencer cette plénière par parler d'une petite anecdote. Quand j'étais petit, mon père était commercial et donc du coup, il y a quelque chose qui a changé sa vie, c'est l'arrivée du téléphone portable. Et en l'espace de quelques mois, eh ben, il a totalement changé sa manière de travailler. Donc il pouvait recevoir des appels à n'importe quel moment, il pouvait contacter ses clients à n'importe quel moment. Et c'était vraiment, voilà, ça a changé son métier. Je pense qu'on a eu un peu la même chose il y a, allez, on va dire une vingtaine d'années maintenant avec Internet. Et il semble qu'on soit parti pour avoir la même chose avec l'IA, où aujourd'hui, l'IA est en train de changer notre quotidien. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler sur Amazon, je rêvais d'avoir, on va dire, de la donnée en temps réel sur Amazon, avoir un outil qui puisse m'aider. Et là, on est en plein dedans, c'est en train d'arriver fort et changer notre manière de travailler. Et il y a 9 mois, il y a une marque qui nous a contactés et qui souhaitait arriver avec une thématique qui était accélérer le retail via l'innovation Retail Ops. Donc c'était un peu, alors on l'expliquera un peu par la suite, mais c'est de voir comment on peut utiliser la donnée du front office sur Amazon en prenant en compte l'IA pour pouvoir prendre des décisions qui sont importantes pour l'entreprise. Et donc du coup, on a travaillé sur ce projet-là avec René, qui nous a accompagnés donc, sur les derniers mois sur ce projet et qui travaille chez Publicis Sapient. Et donc du coup, René, je te laisse introduire et aussi introduire Publicis Sapient, parce que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce que fait Sapient, qui est pourtant une des entreprises en termes de tech leader en France pour laquelle on peut être très fier. Bonjour à tous, René, je travaille chez Publicis Sapient et je m'occupe en particulier des sujets de Customer Experience et innovation. Publicis Sapient, on a rejoint le groupe Publicis il y a environ 10 ans, mais on existe depuis 30 ans et Publicis Sapient, on fait que du digital depuis l'origine. On est environ 300 en France et 25 000 dans le monde et on travaille dans tous les secteurs d'activité, avec majoritairement des grands groupes, mais aussi parfois des plus petites sociétés, voire des startups, pour ces sujets assez innovants et assez disruptifs. Vous avez quelques logos des entreprises avec qui on travaille. On travaille évidemment avec les grands acteurs de la tech. Vous allez retrouver chez Publicis Sapient des compétences qui vont de la stratégie au produit, à l'expérience et beaucoup d'ingénieurs. Donc on est une entreprise où il y a 2 tiers des effectifs qui sont des ingénieurs, des data scientists, ce type de profils qui permettent de créer pour de vrai des solutions. Évidemment, l'IA aujourd'hui, c'est une grande partie des discussions et des projets qu'on a avec nos clients. Et chez Sapient, et en particulier en France, on a une forte expertise e-commerce. Donc on a, pour citer quelques exemples, on a refait le site e-commerce de Carrefour. Donc Carrefour, toute la partie e-commerce alimentaire de Carrefour, elle a été refaite par Sapient. Aujourd'hui, un de nos plus gros clients, c'est Sonepar dans le monde de la distribution B2B sur le matériel électrique. Voilà le type de projet qu'on fait chez Sapient. Yes. Vas-y, donc du coup, je pense que tu peux introduire un peu le sujet de l'agent IA sur lequel on a commencé à travailler avec notre client. Et puis après, je développerai les objectifs. On a des tas de projets liés à l'IA et celui-là était particulièrement intéressant parce qu'il est un peu original. La question ici, c'était comment, avec l'intelligence artificielle, on peut aider le e-commerce manager. Ce projet, on l'a eu avec un grand acteur de l'agroalimentaire international et il est venu nous voir et il nous a dit, voilà, il y a énormément de choses que mes e-commerce managers font qui n'est pas forcément basé sur de la data.
Et donc, comment on peut les aider, puisqu'on sait qu'on a énormément de data, comment on peut les aider à prendre des décisions plus éclairées, à mesurer les bénéfices et à optimiser ce qu'on fait sur Amazon. Et donc, l'idée, c'est de créer un agent IA qui va être le bras droit du e-commerce manager. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient levé la main sur ChatGPT. Voilà, ChatGPT, moi, il écrit beaucoup de mes emails. Il fait des synthèses de beaucoup de mes réunions, ce genre de choses. Ben là, c'est la même chose pour le e-commerce manager et pour l'aider à prendre des décisions éclairées par de la data pour ce qu'il va faire sur Amazon. Donc il y a 4 grands piliers dans les questions qu'on a étudiées. C'est premièrement, comment on va pouvoir analyser la performance commerciale. Donc ça, c'est lié à des données qui sont celles de l'entreprise, mais aussi des données qui viennent d'Amazon. Comment on peut changer en fait ce qu'on va mettre sur Amazon, donc élaborer des lots, peut-être avoir des conditionnements qui sont différents, etc., puisque très vite, et ça c'était un sentiment qu'ils avaient, mais nous on a pu le vérifier assez vite, c'est que certains conditionnements et certains lots pouvaient avoir une importance forte dans la différence de performance. Suggérer des nouveaux produits, alors ça vient beaucoup de l'analyse concurrentielle et de l'analyse des tendances, puisque on verra que cette IA, on lui a donné ça aussi comme données, des données qui sont à l'extérieur de Amazon, qui viennent d'études ou qui viennent de choses qu'on prend dans des sources tierces. Et le dernier point, c'est une entreprise internationale. Il y a des assortiments qui sont décidés par pays. Donc, ils décident de ne pas les commercialiser dans certaines régions. Et parfois, on voit qu'il y a un potentiel. Et donc, l'IA, elle est capable de détecter ça et de proposer la commercialisation de certains produits dans des nouvelles régions. Hop, impeccable. Donc, sur ce genre de projet-là, on va travailler donc, avec notre équipe consulting qui est ici représentée par Thibaut. On peut aussi travailler avec d'autres gens chez Publicis, tels que Johan, qui s'occupe de la partie, on va dire, Amazon et en dehors d'Amazon, on va dire e-commerce dans sa généralité chez Publicis Commerce. Donc, notre client est venu il y a 9 mois, comme j'ai dit précédemment, et il nous a dit j'ai une source de données qui est public, qui va être le top 100 de chaque catégorie, qui est mis en live, qui est mise à jour très régulièrement, voire plusieurs fois par jour, et il faut absolument que j'en retire quelque chose. Et donc du coup, les objectifs de cet outil, c'est que j'ai besoin d'un agent IA, j'ai besoin dans le temps, qui soit utilisable dans plusieurs années, j'ai besoin que tout le monde puisse l'utiliser facilement dans l'entreprise, que ça ne nécessite pas des capacités techniques trop poussées, et donc que n'importe quel business unit dans l'entreprise puisse pouvoir l'utiliser. Et donc du coup, l'objectif c'était que ça soit valable, on va dire, pour différents objectifs qui vont être, par exemple, le positionnement des produits. Alors Mathias, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc les objectifs macro vont être le positionnement du produit. C'est un produit IA qui va nous servir dans les années suivantes. Donc évidemment, on va récupérer la donnée d'Amazon à partir du moment où on lance le projet. Et sur les années suivantes, on va pouvoir s'en servir. Donc mettons, on est en 2028, et on va être capable de dire, OK, dis-moi entre 2025 et 2026, comment a évolué mon positionnement sur Amazon? Est-ce que j'ai gagné des parts de marché? Est-ce que j'en ai perdu? Est-ce que j'ai plus d'évaluations? J'ai forcément plus d'évaluations, mais comment ont évolué mon nombre d'évaluations sur mes produits? Combien de pourcentage j'ai gagné chaque année? Par exemple, le pricing, comment a évolué mon pricing? Quel a été mon pourcentage d'inflation au fur et à mesure des années? Donc ça va être pour la partie macro. Et il y a évidemment des objectifs qui vont être micro. Les objectifs qui vont être micro, ça va être la gestion du catalogue. Alors, des choses qu'on évoquera sur une des sessions plus tard dans la journée, mais par exemple, des choses classiques dont vous avez l'habitude d'entendre parler, j'ai mon titre qui saute, ma variation qui saute, etc. L'agent IA pourra le détecter. Le pricing micro. J'ai un concurrent qui a bougé son prix hier, et quelle réaction je dois apporter, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir un conseil de l'IA là-dessus, un avis. Et le dernier point, ça va être des problématiques produits. Par exemple, je vois dans mon top 100 que j'ai 5 nouveaux produits d'une nouvelle catégorie qui n'existe pas. Donc je prends par exemple une catégorie bonbons, on va dire. Sur cette catégorie de bonbons-là, j'ai mon top 50. Je vais avoir 2-3 nouveaux produits vegan sur un mois, et puis 4-5 le mois d'après. Ça va permettre à la marque de pouvoir un peu orienter le choix de ces nouveaux produits, de sa gamme qu'elle souhaite proposer sur Amazon.
Donc évidemment, ce système-là est valable pour, on va dire, des très grandes entreprises qui vont pouvoir prendre des décisions grâce à cet agent IA, mais aussi valable pour des petites entreprises. Ça va permettre de, on va dire, créer une ligne directrice sur les années à venir. Par exemple, se dire, ah ok, j'ai mon marché qui s'oriente avec telle ou telle tendance, et de pouvoir s'adapter. Donc là, René, c'est peut-être intéressant que tu nous dises, nous, on reçoit un brief d'une marque avec différents objectifs. Comment toi, sur la partie technique, tu juges ce qui est réalisable ou non? Parce qu'évidemment, on a les souhaits des clients qui peuvent être de temps en temps un peu, on va dire, pas ultra pertinents, ou d'autre côté, très pertinents, mais difficilement réalisables. Voilà. Ce qu'on commence à faire en premier, c'est on commence à reformuler et s'assurer qu'on a bien compris les objectifs. Là, ici, c'était améliorer le travail des e-commerce managers. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on avait un certain nombre de critères. Donc, il y avait évidemment les volumes de vente, mais il y a aussi les marges, il y a aussi d'autres éléments qui étaient à prendre en compte pour être sûr qu'on ait une performance qui soit améliorée. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on fait, c'est on prototype immédiatement. Donc on va prendre des données, celles qu'on peut récupérer tout de suite. On ne peut pas forcément tout le temps récupérer les données tout de suite. On va avoir des données qui sont factices, qu'on va aussi générer, et on va tester donc avec les technos similaires à celles que vous utilisez dans ChatGPT de LLM. On va tester et on va voir si le cas peut fonctionner. Donc plutôt des ingénieurs qui vont faire ça. Il n'y a pas forcément d'interface sympa à utiliser, mais on va tester, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pas parce que ça ne marche pas qu'on ne va pas arriver à le faire. Si ça ne marche pas tout de suite, ça peut être parce qu'on n'a pas les bonnes datas. Et puis des fois, ça ne marche pas tout de suite, mais ça marche suffisamment bien et à la vitesse à laquelle progressent ces technologies, on sait que dans quelques mois, ça peut fonctionner pratiquement à la perfection. Donc c'est ce qu'on fait, on teste et on essaye d'évaluer l'effort qu'il y aura pour aller constituer les datas et constituer l'expérience, donc construire l'interface et l'application qui permettra de faire fonctionner tout ça. Parce que, et ça je pense que c'est un peu contre-intuitif, la partie vraiment technologique, IA, si vous y mettez 1 €, c'est un rapport entre 5 et 7 pour avoir une solution complète. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et la partie techno-IA, parfois, chez nous, c'est extrêmement rapide. C'est quelques jours. Ça peut être très, très simple. Bon, il y a des cas qui sont complexes. Celui-là, c'est plutôt un cas qui a été complexe parce qu'ils avaient énormément de data et énormément de sujets à prendre en compte. Mais c'est à peu près ça les critères qui nous permettent de dire est-ce que ça peut être faisable et dans quelles conditions. Yes. Et donc, du coup, on a parlé des objectifs précédemment. On va maintenant parler des couches de données dont on a besoin, qui est évidemment un élément primordial. Donc, on a défini avec le client 3 couches de données différentes. La première va être évidemment la couche Amazon. Donc, on a pris la décision de travailler avec l'API de Jungle Scout. Donc, j'imagine que pas mal d'entre vous connaissent cet outil, qui est un outil grand public pour savoir comment est positionné le produit, etc. Mais ils ont une API qui est toute faite et qui nous sort de la donnée dont on a besoin sur ce projet-là. On va ensuite avoir besoin de la donnée client. Donc là, ça va être des informations qui peuvent être basiques sur Amazon, la taille du produit, les ingrédients, etc. Ça peut être des éléments qui sont bien plus, qui n'ont pas spécialement leur place sur Amazon. On va dire des critères que la marque peut avoir en mettant les produits, par exemple, pour telle ou telle catégorie. Je reprends notre exemple de bonbons. Voilà, on peut faire une catégorie de produits vegan, de produits avec X% de sucre, etc. Donc c'est le deuxième élément, la couche client. Et on va avoir une troisième couche qui va être la couche concurrent. Ou sur notre top 100, par exemple, alors on parlait d'agroalimentaire, de savoir sur notre top 100 combien Nestlé a de part de marché, combien Mars a de part de marché, et comment ça va justement évoluer au fur et à mesure des années pour savoir si on garde bien la main sur nos ventes sur Amazon et qu'on gagne des parts de marché au fur et à mesure. Du coup, une fois qu'on avait défini ces données avec les clients, comment toi, tes équipes, vous les avez agrégées? Agréger les données, c'est un élément clé, parce qu'évidemment, si on n'a pas les données, il n'y a rien qui fonctionne. Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont simplifiées, puisqu'il y a des protocoles qui sont mis en place et qui permettent d'aller chercher directement depuis les LLM les données avec des protocoles qui commencent à être standardisés. Donc en gros, on a des connecteurs qui
se branchent à vos bases de données d'entreprise et qui vont permettre de récupérer les données automatiquement pour pouvoir les rentrer dans l'intelligence artificielle. Donc ça simplifie les choses. Néanmoins, c'est un chantier qui peut être conséquent. Et donc là-dessus, il faut vraiment le prévoir, il faut le planifier et il faut être sûr qu'on pourra les avoir en continu. Parce que ça ne sert à rien de développer la technologie si on n'est pas capable de l'alimenter régulièrement avec les données. Donc agréger les données et avec le fonctionnement de ces algorithmes, c'est plus simple qu'avant parce qu'on n'a pas besoin de faire des traductions, on n'a pas besoin de les mettre dans le même format, on n'a pas besoin de faire tout ça vraiment. Par contre, on est obligé de s'assurer qu'on va les avoir et que la qualité de ces données, elle est suffisamment homogène et suffisamment bonne pour arriver à obtenir la performance obtenue. Et c'est un point qui est important, c'est que on ne sait pas vraiment bien prédire la performance qu'on va obtenir, puisque ce qui va faire que cette intelligence artificielle fonctionne, c'est qu'elle donne des recommandations qui soient les bonnes pour le e-commerce manager et éventuellement et surtout d'ailleurs sur des trucs qui ne sont pas évidents. C'est des choses qu'il ne va pas trouver lui-même de façon triviale. On parlait, voilà, j'ai un produit qui performe ou qui sous-performe, ça normalement dans votre dashboard, vous le voyez immédiatement. Mais l'arbitrage entre un produit qui performe et son niveau de marge versus un autre produit, ou alors la performance d'un bundle où il faut recalculer la marge de ce bundle versus la marge des produits séparés, ça c'est des calculs qui peuvent être complexes. Et là, le e-commerce manager, peut-être il les fait, peut-être il les fait pas, peut-être que c'est plus empirique. Et c'est là où ça fait la différence et où on peut vraiment évaluer ça. Donc c'est assez itératif. On va démarrer avec un premier jeu de données, peut-être celle qu'on a immédiatement, et si la performance n'est pas au rendez-vous, on va aller en chercher d'autres, et on va voir si ça améliore la performance, et si on prend des meilleures décisions. Ouais, puis surtout, la force de cet outil, c'est de pouvoir, on va dire, cumuler la donnée, et puis que, voilà, au bout de 6 mois, on soit capable de dire ah bah, dis-moi le 1er juillet 2025, comment étaient mes ventes, comment elles se situaient par rapport au 3 juillet. Et là, bah, quand vous faites cette analyse, vous devez télécharger 2 fichiers Excel et comparer les 2 fichiers Excel, alors que l'IA va vous le faire en 10 secondes de calcul. Donc, peut-être tu peux nous dire comment, toi, donc à partir de ces données-là et des objectifs, comment après tu as, on va dire, construit l'agent IA pour que ça réponde aux questions du client, aux besoins du client. Dans ce type de projet, on commence à réaliser la solution le plus tôt possible. On ne fait pas toujours comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on a appris avec l'IA, c'est que par ce côté pas forcément prédictible de la performance, puisque les technologies qu'on utilise de LLM qui sont similaires à celles que vous avez dans le ChatGPT, on ne sait pas exactement si la réponse elle va être bonne ou pas bonne, et donc la meilleure manière de faire, c'est de tester tout de suite. Donc, premières étapes, généralement, c'est on définit les objectifs, on fait des prototypes de à quoi ça va ressembler, et on fait un premier test immédiat. Et une fois qu'on a fait ça, on va fonctionner avec une logique de sprint. Et donc, on a à chaque sprint un volume de data qu'on utilise. On a la solution et on teste si ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, voilà, on valide. Et peut-être au sprint suivant, on va essayer d'autres data, d'autres manières de naviguer cette data avec des prompts, etc. Dans ce projet-là, une des difficultés qui était importante, c'était l'interface. Puisque on n'est pas... la population, ce n'est pas des ingénieurs, il faut qu'on leur donne quelque chose de super simple. Et donc, il fallait pouvoir, parmi tous les produits qui étaient en ligne, trier ceux sur lesquels il y avait des décisions à prendre, ou en tout cas des décisions à suggérer. Donc, c'était plutôt comme ça que c'était construit. L'idée, ce n'était pas de remplacer les e-commerce managers, c'était de leur suggérer des décisions à prendre. Donc, il y a ces produits qui sont en ligne. Est-ce que peut-être il ne faut pas revoir et le remplacer par tel produit, ou celui-là, peut-être qu'il vaut mieux l'enlever et ne plus le commercialiser. Ce type de décision, et ça aussi, c'est itératif. On voyait tout à l'heure les courbes d'usage de ChatGPT. Voilà, c'est si l'usage et l'utilisation du produit elle est complètement naturelle qu'on va s'en servir. Si on vous donne un produit dans lequel vous ne vous retrouvez pas et dans lequel vous ne savez pas naviguer, ça ne fonctionnera jamais et le ROI du projet, il est nul. Donc c'est... dans ces itérations, c'est la technologie, l'itération autour des data et de la technologie IA, mais c'est aussi l'intégration dans les outils de travail et l'expérience de l'utilisateur e-commerce manager pour pouvoir utiliser cet outil aussi souvent qu'il en a besoin.
Et donc, nous là-dessus, de la manière dont on va travailler, ça va être évidemment de travailler donc, avec les équipes de Sapient sur cette typologie de projet-là, parce qu'évidemment, c'est un travail de groupe où on va avoir la partie tech d'un côté et la partie consulting de l'autre. On va évidemment avoir un œil sur les résultats du projet. Quand vous faites des prompts, vous savez très bien, la réponse, elle n'est pas toujours ultra pertinente. Bah, là, de la même manière, si l'agent vous dit arrêtez tout, changez de métier, vous pouvez peut-être éventuellement vous dire il ne nous donne pas les bonnes informations. Et donc, du coup, on va intervenir pour vérifier les datas qui sont plus ou moins pertinentes en fonction de nos besoins. On va travailler sur l'amélioration du catalogue sur Amazon. Donc là, vous le savez très bien, sur vos catalogues Amazon, tout est loin d'être parfait. Il vous manque toujours telle ou telle feature du produit qui est manquant, etc. Donc là, de la même manière, l'agent IA peut en un prompt dire là, il faudrait que tu rajoutes par exemple sur tel produit toutes les couleurs parce que c'est vraiment quelque chose qui fera la différence. Je vois que sur les produits qu'on a vendus l'année dernière, les produits où le champ couleur est complété, ils ont mettons 30% de ventes de plus que les produits où il n'y a pas. Et ça, c'est des choses qui sont impossibles pour l'humain à analyser, alors que l'IA va vous le faire en un clin d'œil. Donc c'est vraiment des... Voilà, j'en reviens un peu à notre sujet de base, c'est qu'il y a des éléments techniques qui changent notre vie, et là, on commence à être en plein dedans. L'analyse de données, évidemment, pour corriger le front office. Là, vous avez un titre qui saute. Bon, ça, c'est des choses qui sont plus simples, où il y a déjà des outils qui existent. Mais en tout cas, ça va pouvoir vous le sortir d'une autre manière. Et après, il y a aussi un suivi de l'outil, où, comme je l'ai dit en introduction, l'outil il est amené à évoluer au fur et à mesure des années. Ça évolue très vite. Et donc là, où on va continuer à travailler avec Sapient au fur et à mesure des mois et des années pour avoir un outil qui est toujours au goût du jour et qui correspond toujours aux besoins du client. Comment toi tu vois le développement des agents IA dans les prochaines, alors on peut dire peut-être prochains jours, prochaines semaines, parce que ça évolue très vite, prochains mois, comment tu sens la chose de ton côté? Je sens la chose arriver très 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 vite. Donc il y avait la démo de Rufus tout à l'heure, mais je pense que tout le e-commerce va se transformer extrêmement vite avec des approches agentic AI. Ça change énormément de métiers et pas que dans le e-commerce. On a énormément de demandes dans les services financiers aussi autour de ça aujourd'hui. Donc tous les secteurs vont être transformés avec ça. Mon conseil, quelle que soit la taille de votre entreprise, c'est il faut s'y mettre tout de suite. Faites des use cases avec les moyens que vous avez, testez des choses parce que vous pouvez avoir des gains de productivité qui sont gigantesques. Ce qu'on voit en termes d'innovation, nous on voit des entreprises qui se créent avec des modèles qui sont AI first. Donc il y a des entreprises qui ont compris que l'IA allait donner des différentiels de compétitivité qui font qu'on va avoir des avantages compétitifs forts. Et on a plein d'exemples de ça. Si vous voulez qu'on échange là-dessus, on a plein d'exemples d'entreprises qui ont réussi déjà ces moves. Il y a aussi des questions et des trade-offs des questions à se poser. Il y a des ateliers cet après-midi, je pense qu'ils l'aborderont, mais voilà, quand on rédige des choses avec de l'IA, c'est bien, on gagne du temps, et en même temps, ces algorithmes ont tendance à tout moyenner, et tout le monde finit par dire à peu près pareil. Donc, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, il y a des trade-offs comme ça à se poser, et ça, quand vous arrivez à ça, vous vous posez les bonnes questions, et je vous conseille de vous les poser tout de suite pour comprendre là où vous allez faire la différence. Parce que dans ce monde, on va avoir beaucoup de gens qui vont utiliser les mêmes technologies pour faire la même chose, et c'est ceux qui ont compris ce qui fait la différence qui gagneront. Et dernier point, les agents IA, ils sont hyper puissants et ils sont conçus pour imiter le comportement humain, ce qui n'était pas forcément le cas des sites e-commerce qui étaient très automatisés dans leur manière de fonctionner. Et donc, plus vous allez travailler comme étant en face d'un humain, à comprendre son intention et à lui parler, plus ce que vous allez obtenir comme performance va être bonne. Donc peut-être que ça réconcilie les gens qui sont sceptiques avec l'IA ou ceux qui opposent l'IA à l'humain. En fait, les agents IA, ils vont ramener de l'humanité dans ces échanges. Et donc, plus vous allez être humain dans votre manière d'avancer, plus vous obtiendrez des performances importantes. Ce que je vous propose, c'est de revenir dans un premier temps sur le planning
de l'après-midi. Et puis après, si vous avez des questions sur le temps restant, eh bien, on pourra répondre avec plaisir. L'objectif, c'est qu'on puisse profiter de la présence de René. Voilà, si vous avez des questions sur l'IA, de la manière dont vous souhaitez l'aborder dans vos entreprises, etc., qui est évidemment lié à notre sujet d'aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on pourra y répondre. Donc du coup, on a 2 breakouts, on va dire, de 16h40 à 17h10. Là, les 3 vont être liés à l'IA. Dans un premier temps, on aura un sujet qui est média. Donc Data, IA, Amazon, le trio gagnant du retail média de demain. Le second qui va être lié à la partie graphisme, donc de vous proposer, vous expliquer comment nous, on incorpore l'IA sur nos méthodes de travail voilà, au niveau de nos créas. Le troisième va être sur la partie SEO, donc évidemment, élément clé. Alors on reviendra, j'imagine, un peu sur Rufus, sur cette partie-là, pour voir comment on va référencer nos produits sur Rufus, parce que les gens vont plus aller chercher des mots-clés, mais ils vont poser des questions. Et donc du coup, ça change tout ce qu'on a fait sur les années précédentes. Et ensuite, de 17h20 à 17h50, second breakout. Donc on en a un qui va être une nouvelle fois lié à l'IA, donc qui va être plutôt lié à la manière dont on incorpore l'IA sur nos actions sur le back-office, que ce soit des sujets de compliance, des sujets de bonne description, bon titre, etc. Évidemment, ça change encore une fois notre manière de travailler. Alors ça contrebalance avec, on va dire, la difficulté d'Amazon qui se complexifie au fur et à mesure des années. Et puis après, on va avoir 2 sujets qui sont un peu plus classiques pour les gens qui ont l'habitude de venir au Bison Boost. 2 sujets sur lesquels on a gagné des prix. Donc j'en profite pour féliciter mes collègues. Le premier va être sur Nix, donc du coup qui est une marque du groupe L'Oréal. Pourquoi faire d'Amazon le levier clé pour capitaliser le plus gros temps fort de l'année, donc sur voilà, l'événementialisation sur Amazon. Et le troisième sujet va être avec Strong, donc qui est, on va dire, une belle entreprise tech et qui va être liée là à l'opérationnel, aux médias et comment on gère une marque à 360 sur Amazon. Voilà, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets qui ont été évoqués il y a quelques secondes? Je pense que Mathias, tu vas peut-être pouvoir donner le micro si des gens ont des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas, on est en avance en plus, donc open bar question. Ah, question de Bison, pour commencer le bal. Oui, tout à l'heure, on disait que l'IA venait chercher l'information aussi dans les fiches produits, que c'était important notamment sur les contenus créa, d'avoir le plus d'informations possible. Ma question, c'est comment est-ce qu'elle se passe avec les images vs le référencement des textes qui sont dans les bullet points ou autres? Aujourd'hui, si vous regardez dans le chat GPT, il y a des sources de données qui surpondèrent. C'est Reddit, par exemple. Ce qui fait la différence et ce sur quoi je vous incite à travailler en particulier, c'est la réponse à des problèmes. Ce n'est pas forcément comme ça que sont rédigées les fiches aujourd'hui. Donc il y a, en fait, les fiches et toutes les interfaces de e-commerce en général, il va falloir les rédiger avec 2 prismes qui se complètent. Le premier, c'est lu par un humain. Donc un humain, il va le lire, et je pense que ça, vous savez faire depuis longtemps, et lu par un agent. Et un agent, donc Rufus, va faire ça aussi. Il va scanner vos fiches produits et il va lire que certains éléments. Et il a une manière de lire qui est très désagréable, c'est-à-dire qu'il lit tout d'un coup. Et en fait, ce qu'il cherche, c'est comment on répond à un problème. Parce que, on le voyait tout à l'heure, dans la démo, on tapait une question et on va essayer de trouver les manières de répondre à ce problème-là, et de façon probabiliste. Donc, c'est un autre type de SEO, on peut le résumer comme ça, et donc c'est assez peu lié à des éléments qui sont visuels ou qu'on peut associer à un humain. C'est beaucoup plus lié à la structuration de la donnée et la réponse à des problématiques. Mais encore une fois, si vous le faites de manière sincère en disant ce produit, il répond à tel problème pour les clients qui ont ça, ça va marcher comme sur Reddit, parce que Reddit, c'est comme ça que les gens fonctionnent, ils s'entraident. Merci. Merci Caroline. Ah, une question. D'où je viens, Elixir, du coup, qui est une jeune start-up qui est accompagnée par Bison. Je voulais juste savoir, j'ai pas bien compris, l'outil que vous avez développé, il va être mis à disposition de qui? Est-ce qu'il va être commercialisé?
Est-ce que c'est pour justement les account managers Du coup, non, c'est du custom fait pour notre client. Et donc, du coup, la tech. Alors, je ne sais pas ça, tu peux nous dire si, quand vous utilisez de la tech pour un client, à quel point vous pouvez la réutiliser sur d'autres. Mais en tout cas, nous, de notre point de vue, ça reste dans un espace clos. Oui, c'est un outil interne. Donc, c'est une grande entreprise. Ils ont des e-commerce managers sur plusieurs catégories de produits dans plusieurs pays. L'idée, c'est de développer ce produit. Ça leur donne 2 ans d'avance sur le marché, puisque dans 2 ans, on est sûr qu'il y a des solutions qui vont exister et qui vont faire ça. Mais eux, la volonté, c'est de l'intégrer aussi dans leur propre système d'information. Donc l'outil va chercher les ventes, pas que sur Amazon, mais les ventes ailleurs. Il va chercher dans les systèmes financiers les marges qu'il y a sur les produits. Il va chercher des produits qui ne sont pas à l'assortiment sur Amazon, mais qui potentiellement pourraient y être et pourraient apporter de la surperformance. Et donc c'est ça qui leur donne un coup d'avance pour, moi je dirais 2 ans, mais c'est peut-être plus, peut-être moins, on verra. Ok, merci. Une autre question? On sort pas de la salle tant qu'il n'y a pas de questions. Bah écoutez, si... Guillaume, une question. Attends, hop, ça sera... Enchanté, Timothée de la société Brunel. On parle de contenu, de comment rédiger un contenu pour s'adresser à la fois à un humain et à un agent. En même temps, il y a des guidelines à Amazon aujourd'hui pour respecter un certain nombre de caractères. On a des limitations en termes de rédaction. Et c'est là où en fait, je me pose la question de comment on peut faire pour s'adresser à la fois à un humain et à un agent, qui sont 2 types de discours différents. Avec des critères assez limités. Ouais, donc du coup, c'est une bonne question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Mais Megan, qui s'occupe du SEO chez nous, vous répondra avec plaisir dans quelques minutes. Parce qu'évidemment, c'est une très bonne question. Et encore une fois, on est sur des éléments qui sont assez récents. On va dire, on parlait de l'ouverture de ChatGPT, c'est 2 ans. Et on va voir comment ça évolue au fur et à mesure. Mais on va dire, on adapte notre stratégie. Nous, ça fait peut-être 12 mois, quelque chose comme ça, plus que ça, Megan me dit, donc 18 mois où c'est, on va dire, dans notre routine de travailler ces éléments-là et surtout de s'adapter à de la manière dont l'algo va fonctionner. Parce que, encore une fois, l'objectif des marques, quand elles travaillent avec nous, c'est pas qu'on fasse quelque chose qui tienne sur un mois, c'est quelque chose qui puisse tenir sur le moyen long terme et que les produits ne soient pas référencés juste pour 6 mois, mais qu'on va dire que ce qu'on fait tienne la route pendant quelques mois, quelques années. Je peux compléter là-dessus. Sur Amazon, donc, il y aura un atelier tout à l'heure qui soit dédié à ça. On a fait une démo pour un de nos clients, donc c'est plus dans le monde de la cosmétique. On leur a montré 2 choses. On leur a montré qu'ils avaient des référencements SEO sur leur site e-commerce en propre, qui étaient plus ou moins bons, plutôt pas très bons d'ailleurs sur certaines catégories. Et après, on a été dans ChatGPT, dans Gemini, etc. Et on leur a posé des questions qui sont intentionnellement écrites pour découvrir leurs produits. Donc, quel mascara choisir à moins de 10 €. Et ils étaient vachement surpris et inquiets du fait qu'ils ne sortent pas du tout dans les résultats qui sont proposés par ChatGPT. Et donc, il y a une espèce d'angoisse de certaines marques comme ça aujourd'hui de comment je vais pouvoir maîtriser ce qui va sortir de ChatGPT pour ne pas disparaître. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont commencer leur parcours en passant par la version conversationnelle, Rufus ou ChatGPT ou autre. Et si on n'est pas là, peut-être qu'on perd la bataille. Ouais, et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que nous a présenté Romain, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez vu quand on a tapé la question, vous aviez 3 réponses. Alors qu'actuellement, quand un client va chercher crème anti-rides, il en a 15, 20, 30 qui vont s'afficher sur la page. Et là, l'IA va en donner que 3. Et donc, du coup, ça va avoir tendance vraiment à mettre en valeur que quelques produits. Et ça va dépendre évidemment des champs qui sont complétés pour que l'IA comprenne sur quel produit on se positionne. Mais c'est vraiment des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles on doit les prendre en compte le plus rapidement possible. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Galvez, Société Mondelez.
J'ai une question concernant l'IA en général. Parce qu'en fait, quand on parle des l'IA, on parle d'une base des données. Et vous avez parlé des recommandations sur l'assortiment. Et je pense qu'il est important, du coup, dans ces recommandations d'assortiment, d'avoir une vision 360. Donc, si on dit tel produit est important, de tenir en compte est-ce que les produits au niveau logistique va être bon, est-ce que le niveau pricing est bon. Voilà, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Et je pense qu'il est important dans ces cas-là qu'on a une base de données complète. Et est-ce que vous avez des conseils quand on est des structures grandes avec plusieurs personnes qui ont des datas importantes pour un produit, pour assurer que la base des données soit complète pour que l'IA puisse faire les meilleures recommandations possibles? Je ne sais pas si on a besoin que la base de données soit complète, on a besoin que les données soient qualitatives. Ça, c'est un élément. C'est que nous, on a beaucoup de clients qui nous disent on a les données, puis quand on les récupère, ils ne les ont pas vraiment. Il y a des trous et puis c'est beaucoup moins rempli, les champs de la base de données, que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est un cas super intéressant puisque c'est là où on va apporter quelque chose en plus au e-commerce manager, c'est de pouvoir croiser avec des données de l'entreprise ce qu'il va faire sur Amazon. Parce que les décisions, elles se prennent à partir de ce qu'il y a sur Amazon, mais aussi des données propres à l'entreprise. Donc, voilà, en logistique, peut-être que j'ai un surplus de produits quelque part. Est-ce que c'est intéressant de les mettre sur Amazon? Est-ce que je peux les mettre dans tel et tel pays? Voilà, ça peut être des questions qu'on peut avoir. Et on peut imaginer prompter en fait, l'intelligence artificielle pour lui poser cette question. J'ai un surplus de tel produit. Est-ce que c'est intéressant de le publier, etc. Et donc ça c'est typiquement des cas qui vont générer beaucoup de valeur. Et finalement, on n'a pas besoin de tant de données que ça pour répondre à cette question. On a besoin d'avoir les données qui viennent de Jungle Scout, peut-être les données des stocks, et on peut commencer à voir si ça fonctionne et si ça donne des recos qui sont intéressantes. Ouais, le point, c'est vraiment aussi de savoir qui va être concerné par ces données-là. Est-ce que ça va être les personnes qui travaillent chez vous sur l'innovation produit? Est-ce que ça va être les gens qui s'occupent du e-commerce, des sales? Voilà, ça va aussi vraiment dépendre de qui va utiliser la donnée. Et cette donnée, comme l'a dit René, il faut mieux qu'elle soit quali et peu nombreuse, mais qu'elle corresponde exactement aux besoins que vous avez. Parce qu'évidemment, sur notre sujet-là, on va dire sur la couche information client, elle peut être illimitée. Et des entreprises comme les vôtres, j'imagine qu'elles ont des champs et des champs et des champs et des champs de choses qui pourraient être intéressantes. Et il faut, on va dire, plutôt tabler sur ce qui correspond exactement aux besoins de votre entreprise. Bonjour, Aurélie de CSPP France, dans l'animalerie. Par rapport à l'IA tout à l'heure, on a parlé des mots-clés ou de bien renseigner les titres ou comme ça. Et qu'en est-il des avis? Est-ce que ça va être toujours pris en compte ou la notoriété de la marque aussi? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pris en compte quand on fait des recherches ou quand on demande à l'IA ou à un agent? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que c'est pris en compte pour que notre marque soit affichée parmi les 3 ou les 5 Oui, exactement. Amazon ne va pas pousser sur vos résultats de recherche des produits qui ne vont pas être, on va dire, quali. Donc ça, c'est le premier point. Ça va dépendre aussi beaucoup de l'algo. Alors pour Rufus, en tout cas, ça va dépendre de l'algo d'Amazon, algo qu'on ne connaît pas. Alors peut-être qu'on peut soudoyer Romain pour avoir plus d'informations, mais en tout cas, voilà, ça va dépendre de la manière dont les développeurs d'Amazon vont coder la chose. Après, il y a un point clé, c'est que le premier critère, ce que tu disais, René, le premier critère de recherche sur ChatGPT, quand vous faites, ça va être tout ce qui va être forum, etc. Et donc, du coup, évidemment, les avis clients, ils vont être sur Amazon, ils peuvent être aussi sur Google Avis, ils peuvent être sur n'importe quel forum, réseaux sociaux, etc. Et tout ça va être pris en compte pour vous donner un résultat qui est, on espère, le plus pertinent possible. Voilà. Et ça va dépendre de l'algo des LLM. Tu me dis si je dis une bêtise, René, mais voilà. Et après, chaque LLM va avoir, on va dire, sa manière de fonctionner. Mais ça prend en compte tout ce que vous pouvez avoir sur Internet. Et les avis, ils vont être d'autant plus puissants que les gens
disent ce que vous avez envie qu'ils disent. Donc là, je vous conseille d'essayer d'avoir des stratégies un peu d'influence. C'est voilà, les meilleures croquettes pour un labrador, c'est... Et si vous êtes le mot qui vient après, et donc les LLM, ils fonctionnent de façon probabiliste, ils déterminent le mot qui est après. Si vous êtes très souvent le mot qu'il y a juste après, eh ben, votre marque ou votre site, il va remonter en priorité dans les recommandations que peut faire une intelligence artificielle. On a travaillé sur des catégories de produits similaires. Dans ces produits-là, en fait, entre un produit A et un produit B, il y a beaucoup d'éléments qui font la différence, qui viennent de la recherche. Et donc... les marques, elles ont des produits, elles ont fait de la recherche, elles ont testé avec donc plusieurs animaux différents et il y a des bénéfices qui sont différents. Assez étonnamment, il y a toute cette recherche qui est faite en amont, qui a une qualité de données assez incroyable, qu'on ne retrouve pas du tout dans les fiches produits. Ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, parce que ça prend beaucoup de temps à la main, mais c'est alimenter l'intelligence artificielle avec toute cette recherche. Et au moment où on va rédiger les produits, on va demander à l'intelligence artificielle d'en faire une synthèse adaptée aux produits qu'on présente, lisible et compréhensible par un humain ou par quelqu'un qui ne connaît pas du tout les éléments de recherche. Et ça, c'est très qualitatif. Donc ça, c'est une astuce que je vous partage parce que c'est quelque chose que vraisemblablement vous avez, soit des recherches que vous avez faites, soit des études que vous possédez. Et ça peut drastiquement améliorer la qualité de vos fiches produits. Est-ce qu'il y a encore une question ou c'est au tour de Guillaume ? Alors moi, j'allais, une fois n'est pas coutume, faire la question et la réponse. Ah. C'est pas mon genre, rassurez-vous. Non, mais en fait, je me permets de poser une question que peut-être certains se posent, puisque moi, on me la pose très souvent, cette question, que ce soit vous, typiquement, et notamment dans ce genre d'événement, que ce soit mes collaborateurs, qui me demandent, bon, grosso modo, à quoi tu vas servir, enfin, à quoi vous allez servir, en fait, les agences. Et c'est une très bonne question, en fait, qu'il faut pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est un peu aussi à ça qu'on veut répondre aujourd'hui. Et je voulais donner un petit peu de contexte aussi, en tant que patron d'agence, au sein du plus gros groupe d'agences au monde, avec la présence de René, pour aussi donner un peu de perspective. Parce que là, on vous a donné un exemple, et le but, c'était évidemment pas de vous dire qu'on va tous être remplacés par des robots, mais c'est qu'on va un peu tous devenir quand même des êtres humains augmentés, et que de toute façon, la vague, elle est là. Et la vague... moi, je veux dire, mon cas, il y a 2 ans, quand on a vu, je pense que c'est le cas de plein de personnes dans la pièce, il y a 2 ans, on a vu ChatGPT arriver, c'était à la fois excitant et un peu flippant aussi. La réalité, c'est que ça a mis plus de temps que ça à changer drastiquement nos métiers. On l'utilise beaucoup pour rédiger. Là, depuis quelques mois, et cette plénière en est la preuve, ça s'accélère vraiment et on va vraiment avoir l'impact. Alors nous concernant, nous marketeurs ou côté marque, un impact de tous les côtés. C'est-à-dire nos métiers vont évoluer, la façon dont on les faisait, ça va être complètement chamboulé. Ce qui est alors bon, ça on doit apprendre et c'est le but de cette journée. Tous nos experts vont vous expliquer un petit peu comment ça a déjà chamboulé leur vie et comment nous on s'adapte en tant qu'agent. C'est ça notre boulot, nous, c'est de pas perdre le fil, de rester accroché au train, de pas non plus sauter sur tous les sujets, parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin parfois de prendre un bazooka pour tirer sur une mouche, et l'IA peut nous permettre un peu on peut vite se perdre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe, et voilà, Rufus en est l'exemple. Je pense que quand on regardera, et sans faire offense à Romain et Amazon, je pense que quand on regardera la démo qu'il a fait tout à l'heure, dans 2 ans, ça aura évolué, mais drastiquement. On est au tout début de ça, mais ça, c'est un vrai changement pour nous, parce que la façon dont les gens vont chercher nos produits, et ça, c'est notre boulot à tous, sur Amazon, va être complètement changé. Ça se trouve, dans 2 ans, les gens ne taperont plus, ils parleront à Alexa pour aller voir leurs produits. Donc nous, on doit avoir conscience de ça. Il faut aussi être hyper conscient qu'en fait, on ne sait rien. En vrai, j'exagère un peu, mais en vrai, ça va tellement vite que il faut s'adapter. Peut-être pas au jour le jour, mais pas loin. Pour répondre à la question, l'agent IA, est-ce qu'il arrivera chez vous? Oui, certainement. Chez nous aussi. À quelle échéance? On n'en sait rien, parce que tout ça va très vite. Ce qui est sûr, c'est que nous, notre boulot en tant qu'agence chez Bison, et puis à plus grande échelle Publicis, c'est de nous adapter très très vite. Moi, c'est ce que je demande à mes équipes en permanence, en leur disant, rassurez-vous, vous n'allez pas être remplacé par des robots de suite. Mon
Moi non plus, quoique pourquoi pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a des tâches plus ou moins grandes de votre quotidien qui vont peut-être changer drastiquement d'un jour à l'autre. Et en vrai, il ne faut pas le voir ça comme avec peur, avec crainte, parce que de toute façon, on ne peut pas changer la façon dont ça évolue. Par contre, il va falloir être capable de s'adapter, nous tous, parce que je pense que chez le Paris, là, donc 80% des gens dans cette salle, dans 2 ans, votre métier sera très très différent. Et c'est pas grave, puisque aucun de vous ni nous ne peut y changer grand-chose. En tout cas, voilà, comptez sur nous pour essayer de garder le fil et de vous abreuver d'informations, en tout cas, de vous partager tout ce que nous, on comprend de ces évolutions majeures. C'est le but de cette journée. Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi à nous solliciter, que ce soit aujourd'hui ou dans toutes les relations que vous pouvez avoir avec tous vos contacts, nos consultants, nos AM, ou peut-être nos futurs agents IA, on ne sait pas, on en aura peut-être un jour. Mais voilà, sollicitez-nous. Le but, c'est qu'on apprenne aussi ensemble, en réalité. Et puis, on comptera sur Sapiens pour nous épauler, parce qu'ils sont quand même bien en avance sur nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut... Juste un petit point là-dessus, par rapport à ce que tu as dit, Guillaume. Il y a quelque chose qui est vraiment clé dans on va dire la presta qu'on a faite pour ce client-là. C'est que l'analyse du front, à date, elle n'est pas faisable par un humain. De savoir, si je vous dis comment a été positionné votre produit le 1er janvier 2023, je pense qu'il y a aucun de vous qui est capable de sortir la donnée sur on va dire le trafic, le nombre de pages vues, etc. Donc du coup, ça va effectivement changer notre travail. Ça va aussi améliorer la qualité des reporting qu'on peut tirer, de l'information qu'on peut tirer pour évidemment être plus performant par la suite et travailler sur des choses qui peuvent être plus intéressantes que juste cumuler des documents au fur et à mesure sur lesquels on a des datas qui sont difficiles à exploiter. Donc c'est quand même aussi des sujets qui sont très intéressants. La suite, je propose qu'on peut rafficher le programme pour que Voilà, je vous invite à regarder. Alors, on a une petite demi-heure de pause. On a un petit peu en avance, qui une fois n'est pas coutume. Je vous invite à regarder un petit peu le programme que vous décidez de suivre cet après-midi. Est-ce qu'on peut peut-être préciser les salles ? Je crois qu'on passe tous par là-bas. Toutes les salles sont accessibles par là. On a indiqué sur le plan que vous avez sous les yeux, ou alors on a de la signalétique. Sinon, n'hésitez pas à nous demander, à nous, Bison, on va vous guider. Donc en tout cas, il y a 3 salles, 3 breakout sessions. Donc il y a la salle Copenhague, la salle Jakarta et la salle Lisbonne. Et elles sont vraiment attenantes par là. Et en tout cas, on vous guide si jamais c'est pas clair. Voilà, un grand merci à nos intervenants pour la qualité de cette intervention. Merci. Bravo. Une petite pause et on enchaîne.